Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Au Bohème part en live. Pour cette nouvelle édition, nous avons décidé d'envoyer l'équipe sur le terrain pour que ce soit plus croustillant et pour avoir d'autres infos que celles de notre scène du Au Bohème. Nous allons retrouver en duplex de suite Claire et Cécile qui sont au Mixart pour rencontrer le fondateur du Mixart. Vous remercier tout ça Bonjour Joël, et Bonjour. merci de nous accueillir dans les locaux du Mixart. Avec grand plaisir. Qui malheureusement est fermé depuis le 20 janvier, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Et du coup, je vais d'abord te poser la première question. Est-ce que c'est possible de nous parler un petit peu de toi, de la grande figure du Mixart qu'on voit un peu partout? Il n'y a pas de grande figure. Oui, non, mais c'est pas ce que je préfère faire, parler de moi, mais pour moi, je suis maintenant coordinateur de l'association, en tout cas, de Mixart, depuis 2002. Je suis salarié. Et avant ça, j'avais débarqué en fin 95 pour monter un spectacle de cabaret à Toulouse. À cette époque-là, je vivais à Paris. Ma soeur avait des envies de comédienne, elle avait demandé de mettre en scène une pièce de cabaret d'après un texte de Vian. Et c'est comme ça on avait commencé à l'usine, et puis on a entendu parler de ce truc un peu improbable, des usines Myris, à moitié squattées, à moitié on ne sait pas trop. Et on a été voir, et ça a été une rencontre prodigieuse. Ouais. Et donc on a créé ce spectacle de cabaret-là, ça s'appelait Ça vient, ça vient. Et c'est comme ça qu'après je suis resté attaché à l'histoire, à l'aventure, aux gens, rencontrer, que ce soit les sans-papes, les artistes, les pseudo-artistes, les toxicos, les alcoolos, les pas, tout ce joyeux monde en tout cas qui faisait penser à un Coltès, Key West, et Chapin, quoi. Est-ce qu'on peut se faire un petit historique rapide? En 95, du coup, tu as débarqué donc, dans cette usine qui se trouvait à pas de doigt Saint-Cyprien, les chaussures Myris. Qui étaient les chaussures Myris, d'où le nom de l'association qu'on a créée 2 ans après cette période-là informelle. Au départ, c'était un lieu extraordinaire. Hein. Les usines Myris, c'était tout ce type d'architecture qu'on retrouve partout en Europe. Hein. L'architecture du 19e, briques rouges, pierres de taille blanche, comme les cartoucheries, encore on peut voir ce que ça donne, ce type d'architecture. Des toits en chêne, des espaces, des volumes incroyables, différentes typologies d'espaces, des petites maisons avec des bureaux, c'était assez génial. Et voilà, il y a eu un gourou cultureux qui s'est intéressé à l'affaire, qui s'appelle Gérard Gaillot, qui avait lancé un projet de souscription par les Toulousains. Ça, c'était vachement intéressant pour que les Toulousains et les Toulousaines deviennent propriétaires de ce lieu-là, en fait. Et que ça devienne un lieu d'artiste, un lieu ouvert, il n'y a pas de clé. Bon, il ne parlait pas d'autogestion, mais bon, c'était pas loin, enfin, c'était dans ces... Donc on n'avait pas tout à fait, nous on s'était pas inscrit clairement dans son truc parce qu'on ne le sentait pas trop, quoi, en fait. Ce qui nous posait problème, c'était cette disparité avec la réalité des gens, qu'on considérait ne pas être prise suffisamment en compte. Mais par contre, ça nous a permis de tisser tout un tas de liens avec des médias, la dépêche, etc. Et puis de commencer à penser le projet, quoi, tout en le faisant. Voilà. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on n'est pas parti d'un projet réfléchi, mais plutôt dans le faire. Et tout s'est inventé de manière empirique, finalement, quoi, dans le faire du quotidien. Que ce soit au foot de l'électrac, l'eau potable, comment ça se passe, etc., etc. Et ça, c'était assez intéressant, et c'est ce qui a fait qu'après, on a mis des mots dessus. En fait, on fonctionne en autogestion, on se retrouve tous les mardis. Si on était une asso, ce serait une AG. Là, c'est un apéro. AG, ça fait apéro généreux, c'est rigolo. Ce genre de conneries. Par exemple, quoi. Et ça s'est construit un peu de cette manière-là, quoi. Et donc en 97, on crée l'asso et on provoque une table ronde avec la mairie, le département, la région et l'État, déjà à l'époque, qui disaient oui, c'est tout à fait intéressant, c'est passionnant, c'est des nouvelles manières de faire. Bien sûr qu'il faut sauver ce lieu-là. Et parallèlement à ça, ils étaient en train de laisser faire la vente des 3/4 du site, en fait. Elle a été le 1er avril 99, et elle est annoncée, ceci n'est pas un poisson d'avril, le Mixart aura lieu le 1er avril. Et donc ça a été l'ANSAT, une ancienne école d'ingénieurs
en agronomie qui était venu murer un énorme site, 10 000 mètres carrés, des configurations amphithéâtre, configurations un peu étonnantes, un espace extérieur énormissime avec une pisciculture, des anguilles grosses comme des barreaux de chêne. Et jour dit, on balance le lieu et c'est installation immédiate des ateliers et 3 jours de programmation, de fiesta, de rencontres avec les gens. Et là, on a été complètement dépassé, 9000 personnes en 3 jours. Cette occupation n'a duré que 15 jours, ça a été extrêmement court. Ah ouais. Le proprio, c'était l'INP, l'Institut national de polytechnique. Il paraît que c'était un socialo pourtant, mais bon, il ne voulait pas en entendre parler, quoi. Donc il n'y a pas eu moyen de négocier, y compris une durée, pour tenter de nous inscrire dans la durée et tenter de mettre en place des négociations plus avancées avec de potentiels partenaires publics. Donc on a négocié la sortie, et en faisant ça, on posait un premier acte d'une culture de l'engagement, ce qu'on appelait comme ça à l'époque, quoi. Myris dit quelque chose, il le fait. Chers politiques, quand vous dites quelque chose, n'hésitez pas à le faire aussi. Ouais. Et du coup, on a réinitié une nouvelle occupation en face du Théâtre Garonne, quasi un an après. Pareil, le même principe, installation d'atelier, 3 jours de fiesta, et pareil, 9000, 10 000 personnes. Un truc tonitruant, et là on a réussi à faire venir autour de la table Baudis, qui était le maire de la ville à l'époque, Pierre Izard, le président du conseil général, et Martin Malvy, le président de la région, et le directeur de la DRAC. Nous on avait trouvé un lieu entre-temps à louer pour assurer une transition, parce que tous disaient c'est super, on va le faire, mais là pour l'instant on n'a pas de lieu à vous proposer immédiatement. Donc on a dit bon, il n'y a pas de souci, nous on a un lieu à louer qui pourra faire une phase transitoire le temps qu'on trouve le lieu qu'il faut dans le patrimoine public, parce que ça c'est une chose qu'on défendait, parce qu'on considérait que c'était dans ce cadre-là que devait s'inscrire Myris, dans un bâtiment qui appartenait déjà aux gens, puisque public. Et donc très vite, le propriétaire privé qu'on avait sous le coude a réalisé qui on était, du coup il ne voulait plus nous louer. Le bâtiment, notre base arrière, ce qui était devenu notre base arrière, qui restait de Saint-Cyprien-Patenois, le proprio souhaite le vendre, et donc on s'était engagé, on a dit à partir du moment où tu le vends, tu le restitues, il n'y a pas de problème, quoi. Donc on se prépare à libérer les locaux, et donc de là on décide d'occuper de nouveau un lieu, et là cette fois on tape sur l'ancienne préfecture, l'ancien grand hôtel en plein centre-ville, en janvier, le 19 janvier 2001. Et de la même manière, on avait averti aussi tous les partenaires, y compris la préfecture d'ailleurs. On avait un rencard avec le dire de camp du préfet, qui à l'époque s'appelait Marx, ce qui me faisait un peu sourire, c'était rigolo. On a restitué le dernier bâtiment qui nous restait, on l'a restitué à son propriétaire pour qu'il puisse le vendre. Comme on s'est engagé, on le fait, et là par contre, comme on s'y engage, on va ouvrir un lieu, et puis là on n'en sortira pas comme ça. Voilà. Et donc on a ouvert, et là ça a été un quartier huppé de Toulouse. C'est ça, le triangle d'or à Toulouse. Et c'était assez rigolo, la préfecture. Et là ça a duré combien d'années du 4 coup ans, 4 ans et demi, quasi 5, Et à l'époque, il y a Michel Dufour, qui était secrétaire d'État à la décentralisation culturelle, donc au ministère de la Culture, qui avait commandé un rapport à Fabrice Lextré, qui était le directeur de la friche Label de Mai à cette époque-là, sur justement tout ce qui était friche artistique, labo de recherche, squat artistique, des lieux un peu improbables, un peu hors format conventionnel, labellisé, etc., quoi. Et on faisait partie de ce travail d'étude, il nous avait rencontré, parce qu'il avait entendu parler de nous, Lextré, et du coup on apparaissait dans cette étude-là, quoi, qui encore fait référence dans les études commandées par un ministère sur comment revisiter les politiques culturelles, y compris dans le ministère. Ça nous a permis là aussi de faire de la pédagogie auprès des élus locaux pour tenter d'avancer sur le dossier et qu'on puisse légaliser cette putain d'histoire en respectant son intégrité, quoi. Et du coup, de là en tout cas, ça a commencé à se décoincer dans la tronche des politiques en se disant, et puis le préfet a commencé quand même à être un peu pressé suite aux déclarations de Sarko de trouver une solution, parce qu'il était un peu sommé de régler le truc. Et du coup, c'est là qu'il y a un pool d'élus de métropole, départements, régions, et une directrice adjointe de la DRAC qui se sont mises à travailler un peu sérieusement pour trouver des solutions, quoi. Pas dans
dans les bâtiments publics, malheureusement, donc on savait bien qu'on partait pas pour une solution pérenne, et c'est nous qui avons proposé ce lieu-là, c'est nous qui nous proposaient des trucs à Trifouille-les-Oies. On leur a proposé ça parce que c'est tout ce qu'on avait trouvé, tu vois, à la location, et qui pouvait permettre de sortir de la préfecture. On voyait bien qu'on était au bout des négociations, là, pour le coup, et que là, on pouvait pas trop pousser encore le bouchon beaucoup plus loin, quoi. À l'époque, on a décroché, avec cette histoire de déménagement, au-dessus de 120 000 €, alors ça peut, nous, à notre niveau, ça paraît énorme, mais c'est que dalle, quoi, pour aménager un bâtiment comme ça, c'est 200 € du mètre carré, quoi. C'est une moquette luxueuse, on va dire. Tu fais pas un lieu artistique avec ça. Mais bon, on a accepté, en tout cas, on savait qu'on prenait un risque, hein, mais on savait aussi notre capacité de nuisance, et eux, ce qu'ils espéraient, c'est de nous foutre dans un coin de la ville, qu'on se concentre sur nos travaux qui n'iraient pas bien loin parce que ça va 1000 balles, et que ça s'étienne doucement, que ça reste un truc entre artistes, qui ne serait plus que concentré sur la création, quoi, puisqu'on s'était engagé effectivement à ne pas faire de diffusion, ou quand on en faisait, on demandait l'autorisation de manière exceptionnelle, vu qu'on n'avait pas les normes. Ok. Ah ouais. Donc, quand on s'est installé, on s'est concentré effectivement sur les travaux. Pour rappeler la date, excuse-moi. Donc ça, c'était en 2005, c'était avril 2005. Donc on a fait tout ce travail-là, évidemment en les alertant sur le fait que c'était pas aux normes, donc ils avaient mis aux normes que cette partie de bâtiment-là, la partie administrative. De là, au bout de 2 ans, on avait achevé les travaux, on voyait bien qu'il n'allait rien se passer, vu que c'était en location, rien n'allait bouger, quoi, en fait. Et du coup, on leur a proposé, à l'occasion d'un anniversaire 10+2, voilà, c'est les anniversaires de la sauce Myris, quoi. C'est 10 ans plus 2. Et on avait posé, on leur avait fait financer une structure, c'était un ancien manège d'autotamponneuse qui avait été aménagé en salle de spectacle, donc qui était aux normes accueil public. On avait posé ça 4 mois là, sur le parking, et on avait fait de la programmation non-stop dans ce truc-là, quoi. Et donc ils sont venus inaugurer ce truc-là, et ils ont applaudi, parce que ça reste des humains, il faut le savoir. Un peu quand même. Et donc ils étaient séduits par l'espace, par l'endroit, par ce qu'on avait fait comme aménagement, les ateliers en vie, etc. quoi. Et donc là on les a réinterpellés, oui mais bon voilà, là ça ne va durer que 4 mois. Donc il va falloir qu'on réfléchisse quand même sérieusement à comment on légalise pleinement le lieu, quoi. Parce que nous, à un moment donné, si on voit qu'on ne peut pas avancer, on retournera à nos illégalités passées, quoi, tout simplement. Donc on les a prévenus comme ça, donc rien ne se passant, dès 2008, on a annoncé officiellement qu'on refaisait la programmation, tout en étant conscient qu'on n'avait pas les normes. Et à partir de là, on a reprogrammé officiellement et publiquement sur Myris, quoi. Est-ce que c'est la répétition des problèmes qui permet que les problèmes paraissent moins grand, moins gros, à force? Il y a sûrement une inconscience de la jeunesse, un incroyable espoir en l'humanité, et en ses évolutions. Non, je sais pas, c'est qu'à un moment donné, enfin oui, c'est vrai qu'on était très habités, très engagés par rapport à cette histoire-là, quoi, tout simplement. Tu vois, ça va de. Et puis je pense que le rapport à la légalisation, il s'est vraiment construit très sérieusement quand on était avec les potes sans papier, en fait. Okay. Tu vois, là tu voyais bien que sans papier, les mecs ils galéraient quand même sérieusement, quoi. Et que quand tu n'étais pas dans un contexte légal, la vie elle n'était pas simple, quoi. Et donc c'est par rapport à ça que le collectif aussi, sur ce principe de légalisation et de faire admettre ce projet-là, avait cet engagement-là, quoi. Donc en 2008, il y a un changement de majorité, Cohen passe au municipal, et à ce moment-là, se pose la question de la légalisation de Myris, lui-même étant conscient de la problématique des normes, évidemment. En 2012, il voit bien que là, comme c'est un bâtiment loué, c'était des travaux trop conséquents, donc il s'est dit il faut qu'on trouve un autre lieu. Et c'est là qu'est arrivé le scénario des cartoucheries. Donc un lieu super, hein, vous voyez les cartoucheries. On essayait pas longtemps pour tourner. Ce qu'il en reste en tout cas. Ouais, voilà, ouais. Et donc il était question qu'on déménage là, on étudie le truc, chiffrage. On fait un travail super sérieux pour voir de quelle manière pouvait s'implanter là-dedans Myris. Un super projet qui était passionnant en plus, parce que tu avais le quartier qui allait émerger de terre, tu vois, avec les habitants qui allaient débarquer après que nous on soit installés, si ça s'était fait. Et donc on aurait été aussi une plateforme d'accueil d'une certaine manière des nouveaux habitants, quoi. Donc on était super enthousiastes. Et budget voté, 9 millions d'euros, tu vois, donc on a bataillé pour l'obtenir, ce budget-là. On sent qu'on a affaire à des gens sérieux et qui prennent au sérieux le projet. Ouais. Quand ça s'est voté, c'est fin 2012. 2013, il se passe rien. Après, ils sont sur les élections.
Et puis ils perdent les élections. Et ouais. Et dans un premier projets temps, il nous dit, manifestes. mais bien sûr, pas de problème, on est dans la continuité. Myri, c'est nous quand même qui vous avons légalisé la famille dans la salle, il n'y a pas de raison qu'on remette en question le scénario des cartoucheries. Il n'y a pas de souci. Quelques mois après, finalement, on a quand même des problèmes budgétaires au niveau de Toulouse Métropole. Ces salauds de socialistes, ils ont vidé les caisses. Donc, du coup, on ne va pas pouvoir faire le projet à 9 millions. Donc, on a essayé de réduire les coûts, mais comme il restait quand même sur une appréhension très classique d'un projet de mise en œuvre de travaux, on ne pouvait pas les réduire non plus à souhait, quoi. Vu qu'ils n'étaient pas prêts à intégrer tout le genre de dynamique sur lesquels on était prêt à travailler, chantier d'insertion, sur certaines parties du chantier en tout cas. Chantier en autoconstruction avec les compétences en interne qu'on a, réemploi, une logique de réemploi, mais y compris au-delà de Mixar, quoi, qu'à un moment donné, la métropole s'empare de ce genre de questions-là, quoi, avec toutes les dimensions qui sont faites, y compris le bâtiment public, il y a de la putain de récup à faire, et du réemploi à faire, etc., etc. Enfin, on était vraiment dans une dynamique très, très proposante, mais ça, il n'envisageait pas pour le scénario cartoucherie tel qu'il voulait le mettre en place. Donc, on ne pouvait pas faire des miracles. Donc, du coup, ils annulent le projet en question. Ils font un vote pour annuler le précédent vote. Et donc, on se retrouve à la case départ. Myri n'est pas aux normes. Et donc, on dit, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, ils se disent, mais pourquoi ne pas acheter le lieu où vous êtes? Donc, on dit, pourquoi pas? Mais effectivement, on fait un projet de travaux sérieux, quand même, derrière, de mise en conformité, qui ressemble au projet, quoi. Vous essayez pas de nous la faire à l'envers. Oui, bien sûr, tata. Donc, on accepte, on dit, ok, c'est parti. On réadapte tout le travail qu'on avait fait sur les cartoucheries à ici. Donc quand on fait ce travail-là, et là la société avec laquelle on travaille, missionnée par la ville de Toulouse, arrive à des chiffres de 6,5 hors taxe à 8 et quelques hors taxe, ce qui fait du 7-8 TTC à quasi 11 hors taxe, avec 4 scénarios, dont un qui prenait en compte la présence du canal, comment on s'ouvrait sur le canal, c'était tout à fait charmant et judicieux, parce qu'effectivement là ils vont mettre un paquet de pognon pour valoriser le canal. Et de là, on dit, mais nous on peut faire à moins, quoi. Encore une fois, si on procède autrement que sur un schéma classique de comment on peut appréhender un projet de travaux comme cela, on peut faire des économies d'échelle. Alors pas des miracles non plus, il ne faut pas déconner, mais des économies d'échelle, oui. De là, ils nous sortent, oui, mais nous on n'a que 3 millions. Alors, les 3 millions, ok, d'accord, mais ces 3 millions, ça ne suffira pas, quoi. Si on est un peu sérieux, on sait très bien que ça ne suffira pas. Il y a le toit en fibrociment amianté qu'il faut traiter, c'est déjà une patate, quoi. Donc là, ce ne sera pas dans le respect du projet si on le fait à 3 millions. Donc on leur dit, ok, vous êtes prêts à mettre 3 millions, vous en tant que Toulouse Métropole? Oui. Donc on leur dit, bon, à ce moment-là, la région, le département, ils ont toujours dit qu'ils étaient prêts à soutenir ces travaux de mise en conformité. Donc il faut les solliciter, et à ce moment-là, on donnera de l'air à ce budget-là, et là, il deviendra crédible. Et là, on est entré dans un putain de tergiversation infinie. Un coup, on va trouver le moyen pour voir comment c'est possible. Non, ça n'est pas possible juridico-administrativement parce qu'au PPI, le plan pluriannuel d'investissement, on l'a qualifié à 3 millions, et donc, si les autres, ils amènent de l'argent, ça rentre dans les 3 millions. Ça ne peut pas s'ajouter aux 3 millions. Mais attendez, moi je veux bien votre cuisine, je veux bien apprendre tout un tas de choses, j'adore ça, apprendre encore aujourd'hui, mais à un moment donné, si c'est ça le problème, vous revotez votre PPI. Et vous montez l'assiette, pour permettre que ça vienne. Et donc on n'a pas arrêté de tergiverser pendant près d'un an là-dessus. En février 2019, donc en 2018, ils achètent le lieu. Ils veulent nous faire signer une convention qui se base sur une fausse déclaration. Ils déclarent que le lieu est aux normes ERT, aux normes accueil, aux normes code du travail. Donc on leur dit, mais les gars, là, non, on ne signera pas. C'est un faux, votre truc. Et on ne va pas signer un faux, et en ne le signant pas, on protège, vous voulez protéger soi-disant le président de Toulouse Métropole, en nous faisant signer cette convention, c'est nous qui le protégeons, en ne lui faisant pas signer un faux. Donc on ne signe pas la convention, on leur demande de faire revenir leur service juridique pour qu'ils nous expliquent pourquoi ils trouvent que c'est valable, et que nous on puisse l'échanger, pas de réponse. Donc la convention elle reste en stand-by. En février 19, ils votent un contrat territorial avec la région.
C'est des politiques communes croisées entre la région et la métropole, où ils investissent, que ce soit sur l'emploi, sur la transition écologique, sur des secteurs d'activité, sur de l'investissement en termes de bâtiments, d'infrastructures, etc. Et dans ce contrat apparaît Mixar-Méris. Dans les projets culturels, il y avait la digue, le Garonne, et je ne sais plus quels autres projets, Audi-Sud, Blagnac, sa rénovation, et Mixar. Et là, on voit que le budget il est à 4,4 millions. Donc, ça veut dire qu'enfin, ils avaient pigé, quoi. Ouais. Waouh! Super! Le problème, c'est que ça, ils ne nous avons pas averti de la signature de ce contrat territorial, et que nous, on ne l'a découvert que au printemps 2020, par le travail d'une journaliste. Quoi. Donc, quand on apprend ça, nous, on dit « Ah, super !» On ne comprend pas pourquoi ils ne nous en ont pas parlé, mais on va les féliciter. Et donc, on les a félicités de cette avancée. Là, il n'y avait plus qu'à solliciter le département, et ça y est, le budget, on l'avait, et enfin, on résolvait la question budgétaire. Super, mettons-nous au travail, allons-y. Et là, pas de nouvelles. Ouais. Tu vois. Le 14 janvier, débarque la fameuse commission. Bon, c'est très c'est simple. Le 14 janvier, ouais. Ça, c'était rapide, alors. Ah bah ouais. Le 14 janvier, ils arrivent. Donc voilà, ils se présentent, c'est une visite inopinée, tu peux pas t'opposer à la visite. Et puis bon, il n'y a pas l'intérêt de s'y opposer de toute manière si ça en était là. Mais par contre, on était conscient que la visite, on savait ce qu'elle allait donner, quoi. À partir du moment où ce genre de procédure est enclenchée, elle suit son cours, elle va à son terme. C'est pas fait pour rien, quoi. Et donc, on savait très bien qu'au sortir de ça, ce serait un avis défavorable. On aurait pour leur dire, mais vous êtes au courant quand même, parce que vous deviez déjà faire une visite qui là n'était pas inopinée. On était sur rendez-vous en 2017 et on vous avait alerté sur le fait que Toulouse Métropole devait acheter le lieu et faire des travaux de mise en conformité. Du coup, vous avez voulu maintenir la visite, mais par contre, vous, justement, c'était un peu en off, genre, on lance pas de procédure, quoi qu'on constate, finalement, quoi. Oui, ils aiment bien ça, je crois aussi. Donc là, par contre, ils ont fait le constat et donc arrêté qui tombe le 20 janvier, fermeture administrative au public. Et comme l'association, l'exploitant est une association, y compris ses adhérents, sont considérés comme du public. Et donc ça veut dire que les artistes adhérents n'ont plus accès à leur atelier, à leur outil de production, etc., etc. Seuls les responsables associatifs, donc les employeurs et l'équipe salariée, a accès au bâtiment. Oui. Voilà. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on apprend? C'est pas fini. On allait te poser la question, mais oui. Et là, tout d'un coup, on se rend compte, évidemment, on se dit, bon, là, c'est pas si inopiné que ça, cette histoire. Là, ils sont vénères, c'est une attaque en règle, et on va vérifier les subs. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que nos subventions de fonctionnement de Toulouse Métropole et de la ville de Toulouse, elles sont renouvelées tous les ans en décembre lors des derniers conseils qui a lieu, qu'ils soient municipaux ou métropolitains. Ouais. Et là, on se rend compte qu'au dernier conseil municipal de décembre 2020, il n'y a pas eu de sub pour Mixar-Méris. Rien. Même pas évoqué, quoi. Hein. Et qu'au dernier conseil métropolitain de Toulouse Métropole, alors qu'on est qualifié d'intérêt métropolitain au titre des nouveaux territoires de l'art, au même titre que l'usine La Grainerie. Et là, n'apparaissait plus que la grainerie et l'usine. Tout d'un coup, exit, Mixar-Méris, l'intérêt métropolitain, on s'en fout, on n'informe même pas les élus, et on n'informe même pas la structure, quoi. En fait, ils nous ont débranchés sans préavis aucun. Donc là, on était sûr que la visite du 14 janvier n'était pas inopinée. Et que c'était bien un scénario écrit auquel ils travaillent depuis un petit moment là. Voilà, donc là on en est là, ça c'est en train de se creuser, parallèlement à ça, on fait ce qu'il faut pour tenter de les faire revenir au dialogue. Ce qui n'a pas l'air gagné, hein. Ils ont l'air un peu tendus en ce moment. On l'a bien compris, le MIRIS, de toute façon le portail est fermé, personne ne rentre dedans, mais même les artistes ne peuvent pas y rentrer pour pouvoir... Donc là il y a quand même quelques artistes qui sont responsables associatifs qui peuvent, le parking n'est pas concerné par l'arrêté, donc on a mis en place des AG sur le parking pour les gens qui ne sont pas responsables associatifs. Et du coup, là, on fait des navettes entre l'intérieur, l'extérieur, et là, on est en train de faire de la réduction des risques, du vidage d'atelier, que les gens puissent récupérer un peu de matos, qu'ils puissent continuer à bosser ailleurs, caisse ou pas. Mais on avait quelques personnes qui étaient aussi en logement un peu d'urgence, quoi, de galère sociale. On se permettait ça aussi, quoi. Et donc là, il faut trouver des solutions. Mais bon, Madame Yardeni va trouver des ateliers individuels pour tous ces pauvres artistes qui sont dirigés par des salles ou par de salariés qui font chier, quoi.
ça fait mourir de rire aussi. Ouais. Quoi. C'est ça. La région a déjà répondu à cette sollicitation là, pour ce comité de pilotage avec l'ensemble des partenaires. Donc on a là maintenant, le département de la région dit oui, pas de problème, nous on est là. Donc on attend la réponse de tous les écoles et de l'État. Donc là, vous pouvez pas faire autrement que d'être en attente de la réponse. Oui, tout à pour fait. voir, Et puis là, ça nous permet un peu de souffler, tu vois. Il y a eu la manif qui a été super réussie du dimanche, le rassemblement à Capitole pendant le conseil municipal avec les copains du DAL, la Fondation Abbé Pierre et tous les gens qui s'étaient associés à ce rassemblement-là. La manif du samedi autour de l'abrogation de la loi sécurité globale et de la marche des libertés, en point de croisement, c'était super aussi, quoi. Et puis là, ça fait 2 manifs quand même qui n'ont pas eu de lacrymo, quoi. Pétition évidemment, quoi, là, elle est pas loin de 10 000, mais elle stagne un peu, donc n'hésitez pas on va la relancer. pas à la rebooster. Après, il y a, des actions, on va sûrement refaire. Hein. Là, pour l'instant, on laisse faire la démarche institutionnelle qu'on a lancée avec cette histoire de comité de pilotage. Ouais. Et puis on va voir, si on n'a pas de réponse, évidemment qu'on sera de nouveau présent dans l'espace public. Et puis après, on verra, quoi. On verra la suite. Donc après, vous pourrez, comment... si vous êtes passé par Myri, si vous avez envie de faire un témoignage de soutien, pardonne-moi, quoi qu'est-ce, n'hésitez pas à le faire. On tente de le mettre en visibilité sur le site vive.mixar-myri. Voilà. Et puis que dire, après tenez-vous au courant, quoi, parce qu'à un moment donné ça bougera. Ouais, il y a intérêt que ça bouge. Mais ça bougera dans tous les cas, quoi. Ouais. Dans tous les cas. C'est tout un écosystème en fait, Mixar, quoi, et qui n'est pas en vase clos, bien au contraire. Bien sûr. Quoi. En plus, ça inscrit dans des écosystèmes beaucoup plus larges. Donc évidemment qu'on est, ils se rendent pas compte de ce qu'ils foutent en l'air, quoi. En fait, ils ne mesurent pas du tout, quoi. C'est pas leur monde. Merci encore Joël pour ton invitation dans les locaux. Yeah. Merci beaucoup. Merci Avec beaucoup. plaisir, et merci à vous. Merci pour ce beau reportage, Claire et Cécile. Voilà. Et de suite, on retrouve Antoine avec son micro-parc qui va poser la même question à plusieurs passants. Hier, on était allé au parc avec Driss, qui est juste là normalement, que vous pouvez voir. On est allé au parc avec une question qui nous taraudait. Et vous, c'est quoi votre dernier concert? Un micro, un parc, c'est le micro-parc. Et bim le soleil. Et bim le soleil en plus. Bonjour. Excusez-nous, est-ce qu'on peut vous embêter 2 secondes? Qu'est-ce que c'était ton dernier concert? C'était sur Bordeaux, c'était un collectif dans un lieu qui s'appelle le Hangar. Ouais, c'est le Hangar, c'est de la techno. C'était des collectifs, c'était une soirée qui s'appelait la collective, ouais. De la collective en plus là-bas, ouais. Et donc ça fait pas mal de temps. Ouais, c'était février, ça devait être 15 jours avant le confinement. 15 jours, 3 semaines, un truc comme ça. Et qu'est-ce qui te manque le plus dans les concerts? De sentir l'instant, le partage avec l'artiste. Bon, qui est possible en live de stream, mais moi j'accroche pas autant que certaines personnes. Même pour les jeux, tout ça, les streams en ligne, ça me touche moins. Ça touche beaucoup moins. Mais après, pour des gens, ça marche. Hein. Ouais. Non, pour certaines personnes, ça marche. Merci et merci à toi. Bon courage. Merci. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous embêter 2 minutes? Mais au-delà de ça, bien sûr, parce que ça manque et en tant que passionné de musique, D'accord. On Et donc entend tu ça, joues, on entend ça. j'ai entendu, donc tu joues à l'église. C'est ça. Et qu'est-ce que tu joues comme instrument, si je peux te Mais à demander? l'église, je fais de la batterie D'accord. et de la guitare basse. J'alterne un peu des fois. Ok. Ça va. Bon, bah merci beaucoup en Merci tout à cas. vous. Passez une excellente journée. Merci à vous. Au revoir, merci. Au revoir.
Bonjour, vous dérangez. Comment vous vous appelez déjà? Moi c'est Marius. Moi, Marius c'est Daniela. et Daniela. Marius et Daniela, alors, ça serait quoi votre dernier concert? Votre dernier live, la dernière fois que vous avez entendu la musique en live? C'était du rap. Ouais. Et je crois que c'était Caballero et Jean Jass au bikini. Quand ça? C'était waouh, c'était l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'était mon dernier concert live. Ah ouais, c'était ça, ouais. Et Et toi? moi, c'était au festival Garo Rock de l'année dernière. L'année dernière. Et est-ce que ça vous manque? Ah, bien sûr. Oui. Ouais, Oui. Bien sûr. Bah, Comme tout le monde, c'est hein, ça. je pense. hein. comme tout le monde, on est d'accord. Bien sûr. Est-ce que vous allez avoir encore plus envie d'y retourner maintenant qu'on nous a empêchés pendant un peu trop de temps? Beaucoup de temps. Ah, Dès que mais c'est ouvert, direct, on y fonce, hein? Ouais. direct, Direct. bien sûr. Bah c'est parfait. Bah merci beaucoup, bonne fin d'appétit. Merci de votre bonne humeur et de votre sourire. Merci, bonne journée. On fait partie du Bohème, c'est un petit bar culturel qui est juste à Saint-Michel. Donc là, le dernier concert, c'est une grande question. Un concert ou un live dans un bar ou quelque chose? Moi j'en fais pas souvent. Moi mais c'était à toi, Toulouse. t'en fais plus, Ouais, moi c'est j'en ai fait plein des concerts, mais là le dernier ça remonte vraiment là. Là, ça Je remonte vraiment. pense que c'était L'Homme Pâle. D'accord. Ça L'Homme Pâle il y a presque 2 ans maintenant. Et est-ce que avec la crise, le fait qu'on n'ait pas trop pu avoir de concerts, de live, de musique, est-ce que ça va vous donner encore plus envie d'y retourner? Ah ouais, bah ouais, carrément. ensuite Ouais. Ouais, de ouf, de ouf. Bah oui. Bah ouais, j'avais un concert là qui était en mars et du coup il est reporté en décembre je crois. Mais du coup Et il ça sera attise encore plus. reporté encore, Ouais, sûrement, à mon avis. possiblement. Mais ouais, ça donne grave envie là. D'accord. Ça fait patienter, mais il y a le petit. Il y a vraiment. Je sais pas comment dire, ça monte encore plus du coup l'envie d'y aller. Bon, bah merci beaucoup. Par là. Comment tu t'appelles? On va Kevin. Kevin. Antoine, donc ta dernière soirée Enchanté, c'était... Antoine. Enchanté Kevin, merci beaucoup. Donc la dernière fois que tu as entendu du live c'était... C'était au bikini. C'était au bikini. Ouais, l'hiver juste avant le premier confinement. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'avec le confinement tu auras encore plus envie d'aller Mais carrément. revoir des concerts? Mais j'ai prévu de louer une chambre dans une boîte, dans le bikini, moi. au cas où. Directement Mais à la carrément, ouais. réouverture. Non, Mais je bien sûr. comprends bien, je comprends bien. Même les petits festivals extérieurs, là, ça manque. Ouais. Donc j'espère qu'au printemps et en été, on en aura à nouveau. Ouais. Notamment près de Pêche David. Avant, j'allais souvent à Pêche David. Il y avait souvent des petites sessions électro ou reggae. Et Ouais. là, il n'y a plus rien. Et c'est ce qu'on espère un peu tous, et j'espère que ça pour reprenne nous, aussi. Et puis aussi, surtout pour vous, quoi. Ouais. Parce que c'est vraiment pas évident. Enfin, j'imagine votre situation. Nous, moi, je bosse. Je suis pas trop impacté par tout ça, mais vous, j'imagine bien que ça doit être la galère. Donc, Bon. bonne chance, les gars. Et puis, à l'occasion, je viendrai peut-être dans votre. C'est ici, là, votre bar? Ouais, c'est à Saint-Michel. C'est Ok. juste après le métro Palais de Justice. C'est un bar. Excellente journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Oh, attention. C'est jamais les gars. Est-ce que nous on se poserait pas aussi fumer une clope au soleil là? Et moi, mon dernier concert, vu que tu m'as pas posé la question, c'était Oxmo Puccino, je ne sais quand, au bikini. C'était l'année avant le confinement. Je sais plus combien d'années on est confiné. Pardon. Faut que je la fasse? Non, c'est bon. Non, mais c'est vrai, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on est. Ça fait 1 an? Ça fait un an, ouais. Ça fait 1 an, donc ça faisait forcément 2 ans. Ça fait Oxmo Puccino. Enculé, ouais. Vous êtes là pourquoi et comment? Je sais pas, moi je trouve ça tellement mignon que t'es là pour faire la fête, vas-y. Et comment? En vélo. On se balade. Après on est Ouais. un peu choqué de voir tout ce qu'il y a autour de nous là. On est encerclé, mais sinon on est bien quoi. Ouais. Tu penses qu'il y a, en fait, il y a rien de mal là-dedans? Ouais. On est dedans. Et est-ce que ça te manque un petit peu, genre, d'aller écouter des concerts, des... Ouais. Beaucoup, ouais, ça manque beaucoup. Papa, ça lui manque aussi. Énormément. Énormément, ouais. C'est pas énormément. T'allais faire des concerts avec papa? Ouais. On vit tous les deux, donc on se balade assez souvent. Ouais. Ah, c'est cool ça. Ouais, on est pas Putain, trop c'est mal. trop bien. Tu vois, c'est exactement en fait tout ce que moi je pense
du monde d'après, tu vois, comme il disait, tu vois. Mais c'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est compliqué en ce moment. Hein. Qu'est-ce qui te manque en fait? Moi je viens d'arriver sur Toulouse, du coup ce qui me manque c'est la possibilité de me créer mon propre cercle. Et j'ai pas la possibilité de rencontrer vraiment les gens qui moi m'intéressent de base. Et ça c'est compliqué, je peux pas aller faire du théâtre, je peux pas aller faire du sport. Même l'associatif c'est difficile, même faire des rencontres dans des bars comme on pouvait le faire avant, c'est super compliqué. Attends, est-ce que tu veux dire bonjour en fait? Non, je dirais pas bonjour, je dirais simplement que j'en ai ras le cul de pas te voir et j'en ai ras le cul de pas avoir des coups dans ton bar. Et ben voilà. On en a marre, on a envie d'aller dans des bars, on a envie de s'amuser, on a envie de pleurer, entouré de gens. Je te jure, j'en peux plus, mec. Chaque personne humaine qui souffre, mais aussi rit, crie, exulte, chante ou pleure, une part de nous-mêmes, un frère, une sœur, une Adelphes. Il faut que ça s'arrête tout ça. Tous les gens, ils ont peur, chacun devient de plus en plus agressif par rapport à tout ce qui se passe. Les gens n'arrivent plus, dans n'importe quel domaine. Ça ne va pas trop, et plus personne n'arrive. C'est quand même malheureux. Les gars, on veut sortir, on veut nos potes, on veut nos bars. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu juste de la musique pour s'amuser, juste boire, se voir des potes en fait, juste sortir en fait, ça fait trop longtemps, on a trop besoin de ça. Est-ce que franchement on a l'air d'être en mode Corona? Waouh, c'est grave, attention, il y a plein de gens. Non, je pense pas, tu vois. Moi ça me manque. On est là pour récupérer un maximum de bonnes vibes et de bonne énergie parce qu'on en manque depuis très longtemps, très franchement. Et écouter un peu de son, voir tout ce monde et surtout aussi revendiquer contre la loi de sécurité globale, ça fait quand même partie d'un tout. Et puis justement d'en savoir en fait qu'il y avait ces deux partages qui pouvaient se rassembler à Jean Jaurès pour faire un tout et d'être vraiment un point central contre toutes ces restrictions, ça fait du bien. Et puis de voir aussi tout le monde sourire aussi, surtout ça fait du bien. On a rechargé les batteries quoi. Merci beaucoup, vous êtes merveilleux. Alors, merci, merci. Deux salles, deux ambiances. Et maintenant, retrouvez les barman dans leur habitat naturel. On va retrouver Pierre et ses collègues barman qui se sont improvisés brasseurs juste le temps d'un confinement. Action, 47e prise. Bon, bah du coup, on se retrouve avec Jojo et Cédric. 47 prises et 6 bières plus tard. Pour nous présenter leur occupation du confinement. Du coup, eux, ils se sont lancés dans le brassage de bière. Eh oui, voilà. Ah, nous, on bossait dans les bars, et puis vu qu'on a du temps, et qu'on sait pas quand on va rebosser, et que c'était dans nos cordes, on a décidé de faire mûrir un projet qui a déjà été planté depuis un moment. Oh, ça fait 15 ans, hein, ma chérie. 15 ans. Et vu qu'on bosse plus, on va essayer de faire de la bière parce que c'est chaud. Alors du coup, le brassage nous a paru l'évidence. On aurait pu en même picoler aussi, hein, faut le dire. Bon, ça fait de la bière pas chère et puis on peut offrir aux copains, donc c'est top. C'est pas faux. C'est plutôt vrai. Pour les profanes, pour en dire quelques mots, le brassage, c'est récupérer de la nourriture pour levure dans des céréales. Faire du jus de céréales. Faire un bon gros jus. Voilà, qu'on appellera un mou. Hein. Un petit dég. Mais voilà, l'idée c'est de récupérer par certaines températures de cuisson, grâce aux enzymes, des sucres plus ou moins complexes, pour nourrir la levure qui va ensuite le transformer en alcool.
Et c'est ça le plus intéressant. C'est quand même l'alcool qui intéresse les gens. Faut pas déconner non plus. Bon, il y a le goût, mais pour le brassin, pour en parler, ça nous prend une journée. Alors au début, ça nous prenait une longue journée. Maintenant, on arrive à descendre ça vers entre 6 et 8 heures. On est passé de 14 à 6, hein. Ouais, c'est considérable. Mais voilà, en tout, il y en a pour une journée. C'est assez agréable à faire, mais c'est plus dur que des pâtes. Hein. C'est moins dur qu'un tiramisu, mais c'est plus dur que des pâtes. Donc on peut pas le faire entre midi et 2, quoi. Là, du coup, vous êtes en combien de brassage? C'est le 6e. C'est le 6e brassin. Je déconseille de picoler pendant le... Il faut pas boire d'alcool, c'est pas bien. Non. Ça rallonge le temps de production grandement. Il faut boire après. Au début, en fait. Voilà, même si on conseille un verre de vin pendant le repas. Ça fluidifie le sang. C'est avec les cailloux. Voilà. Une fois qu'on a fait la popote et tout, on met ça en fermentation avec des levures spéciales en fonction du type de bière qu'on veut. Et c'est le levure qui bosse après. Hein. Voilà. On a mis 2 semaines en général. Ah, c'est 2 semaines de 10-15 jours. De fermentation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y en a qui prennent une semaine. Pour l'instant, on l'a pas fait. C'est une moyenne. Ouais. Après, il y a des bières spécifiques qui vont prendre moins et d'autres qui vont prendre plus pour soi. Mais... Après, tu mets en bouteille et tu les gardes. Pareil, au moins de 2 semaines. On a vu pour l'instant, en tout cas, sur les bières qu'on a faites, faut au moins 2 semaines pour qu'on on a pété 1-2 semaines. Ça a un goût, c'est très bon. Hein. C'est plus fort en blanc, c'est moins équilibré. Et du coup, on peaufine nos recettes, on avance. Et on régale les copains. Ah oui. Pour un petit message de fin, là, c'était quoi le brassage de cette journée aujourd'hui? Un genre d'IPA. C'est une IPA oatmeal, donc avec beaucoup d'avoine. L'idée, c'est qu'elle soit crémeuse et onctueuse. Bon bah merci petit loup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Hein. Peut-être pour l'embouteillage d'ailleurs. Hein. Oh bah avec grand plaisir. Et bah voilà, allez. Et retrouvons de suite Marlène qui est avec les écureuils au parc du Grand Rond et qui va interviewer Mika Beru qui va nous parler de sa vie de jongleur. Voilà. Salut, c'est Mika. Donc je bosse avec la compagnie Les Arrachés. Je suis jongleur depuis quelques années. J'ai travaillé avec quelques autres compagnies et je jongle quasiment tous les jours avec toute une bande de copains qui se sont professionnalisés ou non et avec qui on partage de très beaux moments. Super, merci Mika. Le jonglage pour toi c'est une passion, un métier ou un métier passion? Pour moi le jonglage ça peut être une passion avant tout, ensuite ça peut être un métier passion. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la passion est obligée d'y être parce que comme de toute façon tous les arts du cirque en général et tout ce qui est travail dans l'artistique, on ne peut pas en faire un vrai métier si on n'est pas passionné avant. Déjà par le temps de travail que ça demande, l'investissement, le temps que ça prend pour réussir à ne serait-ce que percer, mais ne serait-ce que déjà pouvoir commencer à un petit peu en vivre, en pouvant laisser un métier purement pécunier de côté. C'est avant tout une passion. D'accord. Et artiste professionnel, ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui? Artiste ou jongleur professionnel? Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Après, bon, le terme artiste, j'en suis pas super fan. Et le terme professionnel aussi, il englobe beaucoup de choses. Parce que professionnel, est-ce que c'est quelqu'un qui en vit directement au niveau de son salaire, ou est-ce que ça peut être aussi quelqu'un qui est reconnu, qui a un très beau niveau technique ou une très belle aisance corporelle et qui est lui aussi professionnel. Donc c'est des termes que je trouve mettent des barrières entre les gens. Mais sinon, pour moi, si on parle sur l'aspect travail et d'en vivre, c'est énormément d'envie, énormément de courage, parce que ça ne se fait pas du tout en un jour, faut persévérer des années. Et après, c'est aussi une précarité souvent,
très souvent une précarité, surtout en ces temps-ci. Mais c'est aussi un grand partage, je trouve, de par le milieu culturel où on a tendance à partager, que ce soit mettre de la musique avec de la jonglerie, des musiciens, les circassiens en général qui peuvent s'unir avec d'autres arts, comme on peut avoir avec des vidéastes. D'accord. Donc, comme tu parles des circassiens, donc ton art est un des domaines du cirque, on le sait. Pourquoi as-tu préféré avancer en solo, donc en choisissant des compagnies d'accueil, plutôt qu'en t'intégrant de façon permanente à une troupe? Eh bien, il y a des troupes avec qui j'aime énormément travailler, mais je veux aussi me laisser du temps pour moi faire mon bonhomme de chemin. Et puis, vu que je suis un peu un amoureux de la liberté et contre-hiérarchique, j'aime bien aussi pouvoir me laisser le choix à tout moment disparaître ou apparaître selon comme bon me semble. Et après, c'est une pratique aussi qui se fait énormément, notamment dans le cirque. Il y a beaucoup d'artistes qui vont avoir 2 ou 3 compagnies principales, y compris leur compagnie solo, et pouvoir faire des collabs avec d'autres compagnies, d'autres groupes de musique, des batucadas, ça peut être très varié. D'accord. Tu fais partie de celles et ceux qui s'expriment par le mouvement, par le corps. Si tu devais résumer en quelques mots le message que tu veux faire passer par ce biais, ce serait quoi? Ça serait du calme, de la légèreté, de la liberté beaucoup. Et c'est un petit peu se déconnecter de tout le carcan social classique et pouvoir se laisser aller en fait à nos vraies envies, un petit peu jouer avec ton enfant intérieur et pouvoir 2 secondes enlever ton esprit purement rationnel et te laisser aller juste à la base même de t'émerveiller comme quand tu es petit en regardant quelque chose que tu comprends ou ne comprends pas. Est-ce que justement tu aurais un message à faire passer à ces jeunes artistes, à ces artistes débutants qui ont envie de se lancer dans la vie d'artiste professionnel entre guillemets? De ne pas se décourager, que dans énormément de villes, il y a beaucoup de rassemblements, que ce soit par des associations, que ce soit simplement par des pages Facebook. Si vous cherchez un peu, vous trouvez forcément, que ce soit des jongleurs, que ce soit des acrobates qui se réunissent dans un lieu de votre ville, où vous pouvez continuer à vous entraîner, vous pouvez vous soutenir mutuellement. Et puis bon, un jour ça va repartir d'une manière ou d'une autre, ou sinon on sera amené par nous-mêmes à recréer autre chose pour continuer à exister, mais ce qui est sûr c'est qu'on ne s'arrêtera pas. Donc il ne faut pas se décourager, il y a encore beaucoup de monde qui est là, il y en a beaucoup qui tiennent le coup et l'avenir des jeunes qui arrivent derrière, il va se faire d'une manière ou d'une autre, il va se faire. Super. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité, toutes ces infos-là dont tu nous parles depuis tout à l'heure? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on avait une page YouTube et Facebook qu'on avait mis en place, qu'on a tout retiré, parce qu'on a décidé de se consacrer uniquement à la création et aux entraînements, le temps où en fait la période ne nous permet pas de nous exercer réellement de manière récurrente. Du coup là actuellement on ne peut pas nous suivre. Si on veut nous suivre, il faut venir directement nous voir à Filtre, ici au Grand Rond. On se réunit des fois aussi place de la Dorade. Et en fait on prépare tous nos contenus pour que lorsqu'on pourra vraiment repartir, avoir un panel de choses à sortir périodiquement pour faire un vrai suivi et pas faire uniquement du contenu pour montrer qu'on existe encore. On préfère disparaître et revenir le moment opportun, quoi. D'accord, super, merci beaucoup. Eh bien, figurez-vous que je jonglais quand j'étais petite. Non, je sais jongler avec 3 balles quand même. 3 ouais, 3. 4, c'est plus chaud. Il y a presque un mois, on a participé au dernier tournage de Slim Paul, avec des invités super spéciaux. On est là pourquoi? On est là pour faire un clip. Pour faire un? On est là pour faire un clip. De qui? De nous. Non, de Slim Paul. Oh, voilà, elles ont rien compris. C'est Slim Paul. Voilà, tata brief. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est Polo. Yanis, ça va? T'es prêt? Oui. T'es prêt? Toujours prêt, speeder. Toujours opérationnel. Ah, il t'a ramené plein de cadeaux cette année, t'as vu? Dis-lui merci. Dis merci Père Noël. Qu'est-ce qu'on dit? Dis merci Père Noël. Il t'a ramené plein de cadeaux. Il est scotché.
Dis merci Père Noël. Eh, t'as vu, il a un plus gros ventre que papa. Hein. Ah ouais, bah ouais. Eh, dis merci Père Et Noël. il loupe pas les repas, le Père Noël. Hein. Père Noël, est-ce que tu bois beaucoup de bière? Non. Non, pas du Jamais. tout. Jamais. Tu vois, le Père Noël, il boit pas de bière. Je mange bien. C'est pour ça qu'il a un gros ventre, c'est parce qu'il mange bien. Il loupe pas les repas. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait le Père Noël sur le clip? On t'a invité? Ah oui, je connais bien Slim Paul. Ah, il connaît bien Slim Paul. T'as vu? Il connaît bien tonton. On est impressionné, hein. Père Noël alors? Il a oublié qu'est-ce qu'il voulait dire au Père Noël. Bah merci Père Noël. Je pense qu'à cet âge-là, moi aussi, j'aurais eu la même réaction que Yanis devant le Père Noël. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était bien cool. Je remercie toute mon équipe, bien sûr, sur le terrain. Ça n'a pas dû être facile. Et retrouvez-nous le mois prochain pour découvrir d'autres acteurs toulousains, d'autres lieux, d'autres anecdotes, plein d'autres choses. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous laisse, à bientôt. Ciao. Bon dimanche. Ciao. Ciao. C'est bon, Marraine? C'est bon.